Bonjour, je suis Catherine Meurferec, je suis professeure à l'Université de Brest en géographie et on va vous présenter les résultats de notre projet Haricot avec mon collègue Guillaume Marie. Oui, je suis professeur de géographie à l'Université du Québec à Rimouski et donc on va vous parler de ce projet Haricot qui a donc été financé dans le cadre du premier appel à projet FRQ ANR, donc franco-québécois sur le maritime, et qui avait pour objet une approche partenariale pour renforcer l'adaptation aux risques côtiers dans un contexte de changement climatique. Et donc l'adaptation aux risques côtiers, qui est donc un enjeu central sur nos littoraux, a été investigué dans ce cadre-là. Alors, le but, c'était vraiment de mieux comprendre, de mieux appréhender et de favoriser les capacités d'adaptation des populations, mais aussi des territoires qui sont soumis à ces risques. Quand on parle de risques côtiers, on parle de risques d'érosion et de submersion, en co-construisant avec les acteurs de la société des scénarios d'adaptation. Donc il y avait trois spécificités selon nous dans notre projet. Il y avait le côté international, puisque c'était un échange effectivement entre deux territoires, la France et le Québec. L'interdisciplinarité avec des échanges de personnes qui venaient de secteurs très différents, en sciences naturelles, en sciences humaines et sociales, en géographie, en aménagement du territoire, en anthropologie, etc. Et puis il y avait aussi le côté interprofessionnel, puisqu'on avait des échanges avec plusieurs domaines de connaissances, celui des chercheurs, mais aussi les acteurs de la société, qu'on appelle aussi les praticiens, c'est-à-dire les professionnels de la gestion dans les collectivités territoriales, dans les ministères, et puis les organismes de concertation qui œuvrent aussi sur ces sujets, ainsi que les habitants et les élus. Alors, on était une équipe, vous voyez, d'une quarantaine de personnes, de chercheurs sur les deux territoires, de différentes universités. On avait aussi une bonne vingtaine d'étudiants qui sont venus. Là, pour la plupart, les Français sont venus au Québec et les Québécois sont venus en France. Et puis, on avait donc des représentants de différents organismes ou collectivités territoriales à différentes échelles spatiales qui sont aussi présentés sur ce document et qui ont, au-delà d'être investigués, comme on trouve souvent dans les projets de recherche, ils étaient vraiment partie prenante du projet, c'est-à-dire qu'ils réfléchissaient avec nous au projet. Et lorsqu'on faisait des séminaires de recherche pendant une semaine, enfin il y en avait 2 chaque année, un en France et un au Québec, eh bien ils venaient dans l'autre pays et puis ils pouvaient échanger avec leurs collègues de l'autre territoire. Alors, le travail était structuré en 4 axes, si vous voulez. Un qui avait pour objectif de comprendre la vulnérabilité des territoires aux aléas côtiers, en regardant ce qui se passe en termes de dynamique naturelle, mais aussi beaucoup en termes de dynamique sociétale. On avait un deuxième axe qui était plus centré sur les politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre pour gérer ces risques côtiers, puis les dynamiques d'acteurs à l'échelle des territoires de la France, du Québec, puis on regardait un peu les différences, on comparait, vous voyez les bons coups, les mauvais coups. Et puis, la question de l'adaptation des communautés côtières, où on essayait de caractériser, d'analyser les capacités d'adaptation des communautés, et là, sur 2 territoires spécifiques qu'on va vous présenter juste après. Et ces 4 questions de recherche, en fait, nous permettaient d'alimenter notre 4e axe, qui était la mise en œuvre, ou en tous les cas la réflexion sur des scénarios d'adaptation aux risques côtiers sur les 2 territoires visés. Alors, quels sont-ils ces territoires? Justement, les voici. Donc, au Québec, on avait la région de la Matanie, qui se trouve dans l'est du Québec, sur la presqu'île de Gaspésie. Et puis, en Bretagne, c'est une région au sud-ouest de la Bretagne qui s'appelle le Pays Bigoudin, plus exactement le Pays Bigoudin Sud. Alors, c'est des territoires bien sûr différents, ne serait-ce que par la taille, comme vous le voyez peut-être avec l'échelle, mais en termes de population, c'était à peu près équivalent. Et en termes d'enjeux, il y avait des choses semblables. Là, on avait beaucoup de côtes basses, avec beaucoup d'enjeux humains, c'est-à-dire d'habitation, de routes, d'infrastructures le long de la côte, qui sont exposés au risque d'érosion et de submersion, et des événements qui ont pu avoir des impacts assez marquants sur ces 2 territoires, aussi bien en termes d'érosion que de submersion. Alors, je vais vous présenter les principaux résultats rapidement, donc qui reprennent les 4 axes qui structurent tout le projet. Pour avancer sur la compréhension de la vulnérabilité systémique des territoires, on a notamment amélioré des indicateurs de vulnérabilité à partir des expériences françaises et québécoises qui existaient déjà. Et on a avancé notamment sur la question des aléas, des enjeux, donc de tout ce qui est exposé aux aléas, et des différentes mesures de gestion. Et ces nouveaux indicateurs ont été testés sur nos 2 terrains ateliers.
Et on a aussi avancé en fabriquant des frises chronologiques, toujours sur les deux terrains, Pays Bigoudin et Matani, pour reprendre en fait les événements marquants de tempêtes, à la fois d'aléas, de phénomènes météo marins qui ont causé des dommages, et aussi des mesures de protection, de réaction qui ont été mises en place à ce moment-là. Ensuite, sur les politiques publiques, on a pu mener des analyses approfondies, comme le disait Guillaume, des bons coups, des mauvais coups, en tout cas des avantages, des inconvénients des politiques publiques sur nos deux territoires. On y trouve beaucoup de similitudes, c'est quand même des systèmes qui sont assez proches, mais on a aussi des particularités, notamment au niveau des systèmes d'indemnisation, le statut des résidences secondaires, qui n'est pas pris en charge au Québec pour l'indemnisation, des principes de solidarité nationale en France, mais qui excluent l'érosion. Sur l'effectivité aussi de la relocalisation des maisons, des biens, des activités, qui est plus effectif au Québec et qui a encore du mal à se mettre en place en France. Sur la place aussi de l'État, qui est plus centrale en France, même si elle tend à être en diminution. On est dans des processus de décentralisation de ces politiques. Et puis sur la concertation, qui est plus entendue entre État et collectivités territoriales en France, alors qu'elle a plus tendance à impliquer les habitants, la société civile au Québec. Un exemple de ce qu'on a pu créer, c'est un territoire fictif qui nous permet de dérouler en fait toutes ces politiques publiques de façon un peu plus vivante, avec un territoire donc qu'on a créé et qui est adapté aux cas français et québécois. On a essayé aussi d'approfondir la compréhension sur les aspects psychosociaux de l'adaptation. En gros, qu'est-ce que les gens pensent de ces risques côtiers, de la façon dont on peut s'en protéger. Et donc, il y a eu des enquêtes menées auprès des habitants, aussi des forums habitants, des forums ouverts, où les habitants étaient invités à s'exprimer. Il ressort de ces... C'est difficile de le résumer en si peu de temps, mais on retrouve sur les deux territoires un très fort attachement au lieu de vie, qui est couplé à une forte dimension identitaire, en fait, à un lien très fort avec la mer, à la proximité de la mer. Une tendance aussi dans les deux pays à mettre les risques côtiers un peu de côté, même s'ils sont connus. Ce n'est pas un défaut de connaissance, mais c'est plutôt le fait de les mettre à distance dans les sujets de préoccupation. Des incertitudes aussi dans les deux cas sur les effets du changement climatique. Et puis des volontés, ça c'était très variable selon les personnes, d'implication plus ou moins grandes. La quatrième dimension, qui était celle qui fédère aussi nos trois axes du projet, c'est donc la co-construction des scénarios d'adaptation dans le contexte des changements climatiques. Et là, on s'est servi en fait de plusieurs méthodologies pour avancer. On a notamment travaillé sur des jeux sérieux, des jeux de rôle de prise de décision qui visent à projeter des territoires dans un futur souhaitable et durable. Et donc ces jeux, on en a fait plusieurs. On a adapté un jeu qui existait déjà, qui s'appelle Plonévé les flots. On l'a adapté au contexte québécois. Les contextes sont différents, notamment au niveau des politiques publiques, au niveau des habitants. Donc on l'a transformé pour créer Vivier-sur-Mer, qui est un nouveau jeu donc adapté au Québec. Et puis on a créé à partir de rien, c'est vraiment une création originale Haricot, un nouveau jeu sérieux qui s'appelle Litopia et qui a été décliné en version française et en version québécoise, qui est lui plus fait pour jouer avec des habitants, mais aussi avec des enseignants sur les deux territoires. Autre chose dans cette co-construction de scénarios, c'est qu'on a avancé avec les collectivités territoriales, avec aussi les administrations centrales des services de l'État en France, un ministère de la Sécurité publique aussi au Québec, où on a essayé ensemble d'aller vers la construction de scénarios co-construits, avec plusieurs étapes qui se ressemblent. On a essayé d'avoir des méthodologies proches entre les deux territoires, même si elles diffèrent un petit peu, mais de partir de la création d'un diagnostic commun, avec, vous voyez là, des exercices de cartographie participative qui ont été faits avec les différents acteurs de Haricot, donc des chercheurs, mais aussi des praticiens, des gestionnaires et des élus qui nous ont accompagnés. À partir de là, on a élaboré des scénarios exploratoires pour la France, en accord avec les élus. Et on a fini par obtenir, avec les élus de la communauté de communes du Pays Bigoudin Sud, un scénario finalement consensuel, préférentiel. Et il reste maintenant l'étape de mettre en place le rétro-planning. Comment on va faire à partir d'aujourd'hui pour arriver à la situation souhaitée.
Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas achevées, on le verra, on a des possibilités de le faire plus loin. Et on a aussi sur le site français, dans le Pays Bigoudin, un site qui est particulier, qui est le site de Léan, à Tréfiagat, où là, il y a un projet de relocalisation de plusieurs habitations, qui est un cas, c'est très rare en France, pour l'instant, le projet le plus avancé, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais en métropole, il nous semble, à notre connaissance, que celui-là est un des plus avancés, et donc qui consiste aussi à un suivi et une participation de l'équipe Haricot avec les collectivités territoriales. Et puis au Québec, en fait, on a eu la chance aussi, en quelque sorte, que les territoires qu'on a choisis, il y a une démarche territoriale en cours de réflexion sur l'adaptation au risque côtier. Donc on l'a un petit peu suscité, mais c'était aussi un projet du territoire. Et donc là aussi, au Québec, on a fait des groupes pour amener un diagnostic partagé de tous les acteurs pour voir ce qu'on pourrait faire en termes d'adaptation. Alors on est moins avancé qu'en France, mais l'idée, c'est de mobiliser tous les outils d'aide à la décision et les outils de sensibilisation qu'on a pu créer dans le cadre d'Haricot pour réfléchir justement à cette adaptation. Donc on travaille avec la ville de Matane et avec le ministère de la Sécurité publique du Québec justement pour l'analyse de solutions au risque côtier à Matane. Alors en termes de bilan finalement, quelles ont été les plus-values, les difficultés en lien avec les 3 I que j'ai mentionnés au départ? En termes d'interdisciplinarité, c'est vrai que, c'est connu, le fait d'avoir des gens de divers horizons, ça a permis d'avoir une approche vraiment globale des enjeux, systémiques, avec des gens qui travaillaient, on l'a vu en psychologie, en géographie, sur des thématiques semblables, mais avec une approche très différente. Et on a pu avoir une vision plus globale de ce que sont les risques et de la façon aussi de s'adapter à ces risques. On a aussi ça a permis également d'accroître nos connaissances les uns les autres. Par contre, c'est sûr que un projet interdisciplinaire comme le nôtre requiert un long temps de travail en commun. Et c'est pour ça qu'on avait tenu à ce qu'il y ait chaque année au moins 2 semaines où on était mobilisés rien que pour ça, pour ce projet en France et au Québec. Le côté international, les chercheurs, c'est vraiment positif. On croise nos concepts. On a l'habitude de travailler à l'international en général. Pour les gestionnaires et les élus, c'était plutôt une nouveauté, mais ils ont vraiment apprécié. Ils ont pu échanger avec les collègues de l'autre territoire, s'inspirer un petit peu de façon de faire ou même réfléchir à des réglementations différentes en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs. Donc ça a vraiment été positif. Ils ont vraiment beaucoup apprécié cela. Le côté négatif, bien sûr, du côté international, c'est le bilan carbone en termes de déplacement, mais on a jugé que ça en valait le coup par rapport à la plus-value en termes d'adaptation. Et puis le côté interprofessionnel, donc c'est-à-dire le lien entre les praticiens et les chercheurs, nous, bien sûr, on a pu croiser nos connaissances. On n'a pas les mêmes connaissances. Ils ont un côté très pratique, nous parfois théorique, donc on peut leur apporter et ils nous apportent. On est mieux confronté aux réalités du terrain, ça c'est vraiment mieux bien pour nous et aux contraintes des métiers. On voit vraiment que c'est pas facile de prendre des décisions, sans doute, mais on s'en rend encore plus compte en les côtoyant. Un plus grand réalisme aussi des outils d'aide à la décision qu'on a pu mettre en place, une meilleure opérationnalité, et ça c'est aussi bien dans le laboratoire de Catherine que dans le mien. C'est des choses qu'on fait depuis pas mal d'années. On travaille beaucoup avec les gens du milieu pour mettre en place des outils qui seront directement utilisés. L'acculturation également, la communication commune dans les médias, comme on le voit là sur les quelques exemples, des relais aussi, parce que c'est pas toujours facile pour un élu ou pour un professionnel, un fonctionnaire, d'annoncer des choses qui sont parfois difficiles en termes d'adaptation, où il va falloir reculer, etc. Donc nous, les universitaires, on peut être là en relais pour appuyer sur des bases scientifiques un petit peu les décisions qui sont prises. Et puis c'est aussi une caution pour nous sur l'utilité sociale de nos travaux, donc c'est important. Après, ça nécessite beaucoup de disponibilité des uns et des autres, et c'est pas facile, bien sûr, pour les gestionnaires qui ont d'autres choses à faire, et surtout pour les élus qui sont très pris également. Donc l'intérêt, c'est vraiment de leur montrer la plus-value. Et je pense qu'avec ce projet, on a pu montrer la plus-value en termes de collaboration. Alors, pour essayer de conclure, on peut peut-être garder ce qu'on appelle take-home message. Donc, c'est vraiment des choses à retenir. C'est qu'il nous semble que l'essentiel pour que ce genre de projet fonctionne, c'est qu'il faut, comme le disait Guillaume, qu'on ait du temps à passer ensemble sur le terrain. Et donc là, 2 semaines qu'on a fait donc par an dans chacun des pays et où on a travaillé uniquement sur le projet. On était tous réunis et on travaillait matin, midi et soir. C'est coûteux en temps. Ça veut dire qu'il faut vraiment que les gens se libèrent pendant au moins 5 jours. C'est coûteux aussi financièrement. Ça a été possible parce qu'on a eu des équipes qui ont été vraiment investies et grâce au financement de l'ANR FRQ.
Et la deuxième chose qu'on voudrait aussi qu'on retienne, c'est que le temps de l'aménagement du territoire et le temps de l'adaptation au changement climatique, c'est du temps long sur le terrain. Et que finalement, un projet, quand il dure 3 ans, quand il dure 4 ans, on a le temps d'avancer, mais on n'a pas le temps d'aller au bout d'un projet de territoire. Et c'est vrai que là, nos 2 territoires, le Pays Bigoudin et la Matanie, sont impliqués et engagés dans des projets qui nous semblent vraiment novateurs au niveau de l'adaptation des territoires, notamment au changement climatique. Et que pour nous, c'est très important de garder des liens et de continuer à entretenir ces liens entre chercheurs, entre praticiens. Et pour ce faire, on a monté avec Guillaume et puis le reste de l'équipe un nouveau projet alors, qui vient d'être retenu par le CNRS, donc côté français, mais qui continue à être sur les 2 territoires français et Québec, et qui s'appelle un IRP, Adapta-Côte, donc qui va durer encore 5 ans, et qui est un projet qui est beaucoup plus petit financièrement, mais qui va continuer à entretenir ces ponts qui ont été créés entre les 2 territoires. Donc, merci au FRQ et à l'ANR. Merci.